dès qu'on dit le mot Canada, déjà, t'as les yeux qui pétillent, quoi. Alors, le Canada, c'est vrai que c'est l'immensité, la cabane au Canada, et puis la tranquillité, quoi. Tu marches ici, tu vois personne, tu es au milieu des animaux, une nature merveilleuse, et en plus, tu peux chasser un animal merveilleux, donc quoi de mieux? Province la plus occidentale du Canada, la Colombie-Britannique est une terre grandeur nature qui offre des joies inestimables aux chasseurs et à tous les amoureux de la nature. La densité de la population étant faible, la vie sauvage occupe la plus grande partie d'un territoire souvent encore vierge et qui constitue un ensemble d'écosystèmes remarquables. Cette province est majoritairement dominée par des chaînes montagneuses, notamment les fameuses Rocheuses canadiennes, mais aussi la chaîne côtière, la chaîne des Cassiars et la chaîne Columbia. Ces montagnes, recouvertes de vastes forêts, ont été érigées il y a des dizaines de millions d'années. Le premier contact avec cette province canadienne est la ville de Cranbrook. Cranbrook est le chef-lieu du district régional d'East-Kootenay et s'appelait autrefois Joseph Prairie, du nom d'un chef indien local. C'est après la fin du dernier réchauffement climatique que les premiers habitants amérindiens de la tribu des Kootenay s'établirent le long des côtes et dans les vallées de la Colombie-Britannique. Ces peuples parlaient de nombreux langages, parmi lesquels les langues salish. Ils avaient développé une culture raffinée dont témoignent les totems richement décorés. Cette région du globe, de par l'immensité de son territoire et le côté sauvage de son biotope, est une zone de chasse par excellence pour tout chasseur qui se respecte. Sa faune diversifiée en fait un endroit de rêve pour les passionnés à la recherche d'espèces et de trophées uniques. Chaque année, des trophées de chasse reconnus par Boone & Crockett, Pope & Young et le Safari Club International proviennent de Colombie-Britannique. Les contrées sauvages de cette province offrent d'innombrables possibilités pour la chasse sportive. On se trouve au sud-est de la Colombie-Britannique. Donc, on retrouve sur ce territoire de 260 000 hectares une variété d'espèces cynégétiques qui présentent un intérêt très certain pour les amateurs de chasse en montagne, parce qu'on parle ici d'une chasse qui est assez physique, assez exigeante, mais qui est très, très souvent récompensée. C'est un territoire montagneux, essentiellement montagneux, en fonction des espèces que l'on chasse. On peut chasser en très haute montagne, en moyenne montagne. Donc, on retrouve des forêts généralement de conifères. Et les sommets sont dénudés, donc des sommets rocailleux, qui sont le biotope idéal pour la chèvre de montagne. On est ici pour la chasse de deux espèces, en particulier la chèvre de montagne, qui est une espèce qui est très peu connue en France, et le mousse, l'orignal, si vous préférez, comme on l'appelle ici. Donc, on est venu profiter de la densité d'animaux qu'on retrouve dans cette région des montagnes rocheuses pour pouvoir chasser ces deux espèces. L'activité que vous venez faire ici peut présenter des risques. Donc, l'utilisation des chevaux, le terrain qui est un terrain montagneux, l'utilisation des armes à feu que vous allez faire. Donc, tout ça comporte des risques. Donc, c'est en fait une présentation de justement ces risques-là qui peuvent être inhérents à la chasse. Et bon, vous devez dire que vous en êtes conscient et que vous assumez ces risques-là. OK. Le premier point, c'est ça, là. Alors, les chevaux, qui sont des animaux qui peuvent être potentiellement dangereux parce que, bon, c'est des animaux qui restent malgré tout. Alors, ils peuvent changer de comportement à n'importe quel moment sans vous avertir. Donc, c'est dire que vous en êtes conscient puis que, oui, effectivement, vous assumez ce risque-là. Ensuite,
par exemple, ils oublient d'attacher correctement une courroie sur un cheval, puis ça fait en sorte que tu tombes, il faut t'assurer que tu vas pas, que tu en es conscient, puis que ça peut arriver que c'est une erreur humaine, puis que tu vas pas les poursuivre. Vous dites que vous êtes conscient que vous allez vous déplacer du point A au point B, par exemple, du main camp à la zone de chasse en voiture, et que vous êtes conscient que le fait d'embarquer dans une voiture peut présenter des risques et que vous n'attaquerez pas en justice. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est comme toi, si par exemple, en guidant au Brame du Cerf, chaque matin, tu faisais signer un papier à tes chasseurs parce que tu les amènes à Bourg-Madame. Ou... américaine, ils se protègent de tout. Nous, c'est pas comme ça. Eh bien, c'est la première fois que je signe des documents comme ça en arrivant à la chasse. Donc, la troisième page, bon, c'est important. C'est un peu glauque, hein, en fait, ce qu'on est en train de parler ce matin. Ça dit que, bon, là, vous êtes conscient de tout ça, que vous en prenez la responsabilité, mais aussi que vous, vos enfants, votre femme, votre famille vont pas les poursuivre en justice s'il arrive quoi que ce soit. Donc, moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Soyez prudents, messieurs. Oui. Et on va passer en France, quoi. Au niveau de l'organisation des battues, on retrouve un petit peu ça, la responsabilité de chacun. Mais après, moi j'accompagne des gens en montagne et c'est vrai que ça nous choque un petit peu, quoi. Moi, ça m'a un peu surpris qu'on signe autant de papier, qu'on se décharge en plus. Tu fais du cheval, t'as pas la tenue de cheval, t'as pas la bombe, parce qu'on te dit, t'as pas les bottes, tu tombes, tu te fais mal, c'est pour toi, quoi. Et c'est vraiment tout à fait ce qu'on pouvait dire tout à l'heure. Une très très grande différence entre les pays canadiens et puis ces pays d'Asie où c'est même pas à l'esprit de pouvoir discuter qu'il y a un risque, quoi. Le risque n'est même pas envisagé. Et là, on a tout couvert, la chute de cheval, l'équipement, les animaux... Le transport en voiture. Le transport en voiture. Dans tous les détails, ils ont tout pensé. Tout est réfléchi de manière à ce qu'ouvrir, on retrouve un peu l'esprit typiquement américain. Tout à fait. Des procédures et recours aux avocats, quoi. Alors, ce matin, on a passé à travers l'épineuse question des contrats, des permis de chasse, des bracelets de chasse. Et puis là, maintenant, on vient de faire environ 1 heure de route pour venir essayer les armes. Parce que c'est un élément essentiel pour faire que la chasse soit un succès. On doit régler les armes à 270 mètres, donc le 0 à 270 mètres, parce que les distances de tir ici sont assez importantes. Donc, on va faire quelques essais des carabines de nos chasseurs pour voir si tout est en ordre. Eh bien, moi, je chasse avec un 300 Weatherby Magnum, avec une carabine Christensen, qui est réglée 100, 200 et 300 mètres, pour faire un tir de longueur et un tir très tendu. Moi, avec calibre 7,64, une Blaser 93. Alors là, on va régler, je pense, assez loin, parce qu'il m'a dit qu'on pouvait tirer jusqu'à 250-300 mètres. Là, on va confirmer. Normalement, les régler, mais avec le voyage, on ne sait jamais, quoi. Le deuxième tir, ils le font sur une espèce de cloche de métal. Comme ça, quand on entend l'impact de la balle, ça nous permet de savoir si la carabine est bien réglée pour la distance de tir, qui est de 274 mètres, le fameux 300 yards canadien. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a 12 centimètres. Quand tu vises comme ça, tu te concentres plus sur un endroit fixe. Donc quand tu dépasses le point rouge, tu dois fixer le haut d'une feuille. Comme ça, tu es sûr, tu cales ta ligne horizontale.
Et comme ça, tu te concentres là-dessus et tu bouges plus. Et là, tu vois où tu tombes. Yeah, if he has a shot, had to go to 300 yards, he's going to have to put it right on the hairline Ouais, of the back. suivre la ligne de dos. C'est ça qu'il dit. Si vous êtes à cette distance-là, La colonne c'est vertébrale. ligne de dos. Non, The non, pro- the pro- non, pas trop. Tu vises, The problem is que the mountain goat, il y a les poils. Yeah, Combien il y a the de problem poils? with the mountain goat is the The fur, fur, which right. Yeah, makes you a little Combien il bit... y a? yeah. No problème, tu vas taper en dessous, toi, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, oui, mais la hauteur de poil. Tu vas casser Moi, je vise colonne. la colonne vertébrale, elle est là. Mais comment je vais voir la colonne vertébrale s'il y a ça de poil dessus? Okay. Je sais pas la hauteur de poil is qu'il y a the dessus. fur Ah. over the body, you know? No On problème. the back is not that high Ah, ok. Non, d'accord. because it's flat. D'accord. C'est C'est bon. toi. It's not Je standing. voulais savoir, ça va. Ah, c'est cool. Yes. Yeah, Pile dedans. 2 to 3 Tu cents. sais où? T'es dans le bas du orange. Ouais. Allez, c'est bon. On a fait un petit réglage, ça va. Normalement, C'est bon, ça là devrait aller. Il fallait vraiment s'assurer que le chasseur est en confiance avec son arme, ce qui est le plus important. Donc, pour compenser les tirs et tout ça. Donc là, tout est prêt, on va pouvoir commencer à préparer la chasse. Enfin. Elle est super, ouais. Ça vit dans des endroits, je te dis pas, hein. Au milieu des routes, elles y marchent quand même. À la distance qu'on a là, quand il marche, on dirait un ours un peu, c'est bouf. Il s'est arrêté, il connaît sa zone, il a jumelé. Puis en plein soleil, il a vu une tache blanche. Alors on est à peu près à 6 km, 7 km. Il a vu une tache blanche au jumelle, il m'a dit il y en a un là-bas. Alors du coup, ils sont équipés, tu vois, ils ont mis le télescope sur le carreau et tout. Et là, on le voit vraiment bien au télescope. Alors lui, bon, il me dit que c'est un mâle. Bon, évidemment, nous, on ne peut pas l'identifier, on ne sait pas. Là, elle mange, je te demande ce qu'elle mange au milieu des cailloux. Un peu comme chez nous, le chamois ou l'isard. Elle se déplace, ça a l'air très beau. C'est magnifique, hein, on voit les poils là. Mais là, on part pour 2 jours. Donc, ouais, on est bien chargé. Ouais. C'est mon premier grand voyage. Ouais. En plus de la chèvre des Rocheunes, c'est vraiment pour le chasseur de montagne, c'est à mon avis l'animal le plus somptueux, quoi. Puis qui vit dans des endroits un peu comme le bouquetin dans les Alpes chez nous, quoi. Très escarpé. Et c'est vrai que quand on a eu la chance de tirer chamois, isard, après animal montagne, la rocheuse, c'est c'est big animals. Là, il y a au moins 1000 mètres de dénivelé, là, au moins. Ah ouais. À quelle altitude on est? Altitude. Altitude, 5,000 Ok. feet. Demain, on va monter à 3000, je pense. Ouais. On m'a dit qu'on risque de monter là-haut, dans la cabane derrière. Dans mon avion, on va arriver de nuit sur la cabane, je pense. Demain matin, au lever du jour, il va vouloir qu'on monte en haut, sur la crête, là, pour jumeler tout le versant à droite, là, qui est ensoleillé ce soir. Ça commence à piquer, là, il doit faire... L'eau était gelée déjà, il doit faire moins 3, moins 4. Ouais, mais c'est bien. Tu t'imagines un peu, 1200 mètres le camp de base, plus de 3000, porter un sac à dos de 25 kg. Puis on ne peut pas y monter à cheval, quoi. C'est ça qui est terrible. Si encore on pouvait, que tu chasses l'ours, tu chasses le wapiti, tous ces animaux-là, comme ils ont différentes sortes de cerfs ici, là ils peuvent se déplacer à cheval. Donc même si tu pars 5 jours en autonomie, mais tu as les chevaux qui portent à manger, qui te portent tout, l'arme, le sac à dos, tout ça, donc tu arrives, tu es relativement frais. Là, il n'y a pas de chevaux sur la mountain goat. Là, tu pars à pied et c'est les cannes et le mental, quoi.
Il a allumé le poêle et ça fait du bien parce que ça commence à cailler un peu dehors. Donc, c'est rustique mais c'est chouette quoi. C'est la cabane au Canada. Ce matin, on est sorti de la cabane, il faisait nuit. Là, on est monté pendant 1h30 à peu près. Ouais, ça monte pas mal. Et là, on sort sur un éperon rocheux pour voir les deux vallons, ce côté, ce côté. Et là, il en a aperçu une là-bas, en sortant de suite. Donc, on va aller voir. Comme je pense que c'est un mâle, parce qu'il a dit hier que les mâles étaient tout seuls. Et les femelles étaient en groupe. Et là, il y en a une tout seule, toute seule. Il m'a dit qu'il attendait qu'elle se couche. Pour qu'après qu'on la message, je l'approche. En tout cas, elle est inquiète, elle est inquiète. Elle surveille, elle est très très méfiante. La chèvre de montagne, appelée aussi mountain goat, est une espèce endémique de l'ouest du continent nord-américain. La beauté de sa fourrure et la particularité de son trophée en font certainement l'une des espèces les plus recherchées au Canada. Elle a évolué à partir des chèvres antilopes d'Asie primitive au cours des époques glaciaires. La chèvre de montagne n'est pas une chèvre véritable, mais elle appartient à une tribu ancêtre des moutons et des chèvres. Adaptée à la vie sur les falaises abruptes, où les aspérités sont souvent recouvertes de neige ou de glace, c'est une grimpeuse lente et méthodique qui compense l'étroitesse de son habitat par un régime alimentaire varié. Le mâle peut peser plus de 125 kg et la femelle environ 15% de moins. Les individus des deux sexes ont des cornes courtes, recourbées et en forme de poignard, qui peuvent infliger de sérieuses blessures lors des rares mais violents combats. D'après lui, derrière, il y en a d'autres. On a fait l'approche sur la crête, sans se faire voir des premiers. Et essayer de monter vraiment camouflé par rapport à cela. Parce que d'après ce que je vois, c'est des bêtes qui sont hyper méfiantes. Et même à 700-800 mètres, si on voit quelque chose, elles partent. Donc c'est pour ça qu'il est très discret dans ses déplacements. Tu te demandes ce qu'elle mange, parce que en nourriture, il n'y a pas grand-chose. Tout à l'heure, on a vu les wapitis un peu plus bas. C'est pareil. On va passer la guette, on va s'asseoir et manger. Ce qui me surprend ici, c'est l'immensité. Et quand tu vois les chèvres des Rocheuses comme ça, plus de 3000, qui sont sur des cailloux, il n'y a rien à bouffer. Puis il faut se les gagner, quoi. Si elles sont là, c'est parce qu'elles y voient, donc se protègent de tout danger, tout prédateur. Alors, le grizzly ne vient pas les attaquer là. C'est qu'il y a de la neige qui descend dans les milieux forestiers. Et c'est à ce moment-là que les prédateurs peuvent l'attraper, mais sinon ici, ils ne risquent rien. Par le chasseur de temps en temps, mais... Là, on les a vus 100 mètres. Alors, il y a deux possibilités. On descend ici, on coupe en travers pour essayer de tirer à niveau, quoi. Mais il veut pas trop parce qu'il a peur qu'il nous voit traverser tout le pelé. Donc, on va redescendre beaucoup plus bas, dans la forêt en bas, puis on va remonter
tout le bas de la forêt, prendre les petits canons qu'il y a là, puis essayer de sortir aux cailloux qui est en face pour les avoir à peu près à 300 mètres. En espérant qu'ils ne nous voient pas trop, mais il y en a un qui fait le guet et les deux autres encore, ils sont rentrés un peu dans le bois, ça va. Il y en a un qui est couché là et celui il m'inquiète un peu parce qu'en plus au télescope on le voit bien là. Il n'arrête pas de regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est pas gagné. Hein. Parce que là, s'il monte de 100 mètres, il passe derrière. Hein. Je pense pas qu'il le fasse quand même, mais s'ils fuient, ils vont passer là-bas, c'est sûr. Ils vont monter à ce petit col, ils vont sauter derrière. C'est pour ça qu'on a intérêt à être hyper discret dans l'approche. Hein. C'est bon parce qu'elle regarde vers en haut, donc on va pouvoir descendre pour l'approcher un petit peu. Mais à mon avis, celle-là, elle est trop sur la droite. On essaiera de tirer, je pense, c'est les deux sur la gauche qui se déplacent un peu vers nous. C'est vers là où on veut aller, éventuellement. Ce qu'il y a, c'est que c'est les animaux qui sont toujours en mouvement. Ils sont pas couchés, ils dorment pas, quoi, donc. Soyez hyper méfiants. Jean-Luc Plane fait partie de ces hommes passionnés, prêts à tout pour aller là où la montagne est pleine de promesses. Jean-Luc est avant tout un chasseur aguerri qui exerce son métier de guide de chasse depuis de nombreuses années. Il a, au cours de sa carrière, prélevé et fait tuer un grand nombre de trophées d'isards dans ces chères montagnes pyrénéennes dont il est originaire. C'est venu de par mon grand-père un peu, qui chez nous chassait le lièvre, le lapin. Et puis après, chez nous on a commencé à avoir des isards, donc je me suis mis à chasser l'isard. Et puis le mouflon, tout ce gibier de montagne. Après j'ai guidé, j'ai essayé de faire guide de chasse, d'accompagner les gens, de faire partager la chose. Et puis après quand tu arrives, je ne dirais pas à saturation parce qu'on ne peut pas dire ça. C'est sûr que quand je vois un isard, je suis toujours amoureux de cet animal-là. Un cerf aussi. Mais à un moment donné, tu cherches autre chose. Et tu as envie vraiment de... Et là, tu vois, c'est vraiment... Pour moi, c'est le paradis ici, quoi. Chasser des animaux comme ça, c'est... Après, toutes les chasses sont belles. Une passée à la grive, une passée au canard, chasser la caille au chien d'arrêt. Je veux dire, quand tu as la passion de la chasse, tu as la passion de la chasse. Mais quand on peut choisir ces chasses, et que chasser en montagne comme ça, dans des milieux très difficiles, ben, c'est pas donné à tout le monde. Donc déjà, tu es fier de toi. Quoi. Je veux dire, bon, tu as une fierté personnelle. Et puis, non, c'est vraiment passionnant la chasse en montagne. Hein, parce qu'il faut être un peu agile, il faut avoir du mental. Et puis, c'est difficile, quoi. Les intempéries. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est ça qui est terrible. Des fois, tu te dis, mais je serais mieux à 10 000 km chez moi, dans mon bain, devant la télévision. Mais ça, on l'apprécie après. Donc, voilà, c'est ça la chasse en montagne. C'est en baver. Et quand tu tues quelque chose, tu sais ce que tu tues parce que tu en as bavé. C'est pas un tir de la voiture, quoi. Moi, on me dirait, tu viens de tuer une mountain goat de la voiture, bah, je te dis non, quoi. Mais là, en bavé, oui. On va attendre un quart d'heure, 20 minutes ici, que le soleil passe derrière la crête. Comme ça, nous, on est dans l'ombre et ça nous permettra de descendre dans l'ombre. Comme lui, les couches au soleil seront un peu aveuglées par le soleil, il ne nous verra pas dans l'ombre.
coucher. Là, il est encore à 700 mètres à peu près. Et c'est là où maintenant c'est le plus délicat, quoi. C'est de monter dans la pente sans qu'il nous voit. On ne peut pas monter à gauche parce qu'il y a les autres, donc on va monter droit dessous. On va essayer de se planquer et lui sortir à peu près à 200-300 mètres. Puis après, si on peut tirer, on va tirer, quoi. Bon, ça risque de pas être évident parce qu'il faut tirer vraiment de bas en haut. Donc on va voir. Il faut qu'on ait un peu de chance aussi qu'il ne nous voit pas monter. Mais bon, la chance fait partie de la chasse. Alors là, c'est là où il faut jouer vachement sur le camouflage parce que c'est le plus important. C'est 140 mètres. Attends, slip. 500. Ok. Ah, il faut qu'on gagne encore pour aller bien 200 mètres. Au moins 200 mètres. Pour l'instant, Edouard n'ouvre pas la tête couchée par terre. Là, on monte un peu à découvert. On va avancer un petit peu. Parce que là, il y a 365 mètres, c'est trop, quoi. Il faut gagner au moins. Si on pouvait gagner 80 mètres, ça irait bien. On dirait qu'ils ont l'intention de descendre. Le problème, c'est qu'il y a les wapitis, là. Il faudrait pas que les wapitis nous voient et qu'ils les fassent partir. Faut attendre un peu là. Faut qu'elle se décale, qu'elle sorte un peu à droite ou à gauche. J'ai juste un arbre dans l'axe. De toute façon, on pourra pas mettre 2 balles. On pourra mettre qu'une balle. Attends, encore un peu. Là, elle est pas mal. Nice shot. Avec carreau. It's dead. Ouais.
Je suis content, hein. Bravo, félicitations. Merci. Félicitations. Scott. Perfect. Thank you. Good It's job. you, perfect man. Good shot. Awesome. Ouais. Puis ça m'a dit hier soir, le bivouac. C'est gelé cette nuit, on a monté. On les a vus ce matin au lever du jour. Il les a vus au lever du jour. On les a surveillés toute la journée. On en a vu d'autres derrière, mais il n'y avait que des femelles et des petits. Et là, les wapitis qui arrivaient, t'as juste une cheminée, t'as un couloir de 20 mètres à 300 mètres. Et voilà, tu sais que tu peux tirer qu'une balle, quoi. Et... Bon, merci au guide encore, hein, parce que sans lui, ça ne serait jamais arrivé là. En tout cas, il connaît bien ces animaux. Hein. Parce que tu vois, moi, si j'avais dû approcher ça, j'aurais pas fait pareil. J'aurais attaqué par le fond, habitué à des lézards ou des... Ouais, je parle de lézards parce que je connais bien, quoi. Mais à 700 mètres, tu peux approcher tranquille. Il va pas te voir. Alors que ça, tu as vu toute la journée, là, c'est couché, ça lève la tête, ça regarde à droite, à gauche, ça se couche, tac, ça relève la tête, ça se tourne. C'est pour ça que c'est un mythe, quoi. Tu es une chair de rochette, c'est un mythe parce que faut venir le chercher là, quoi. Et là, ça trompe pas, hein. Il n'y a pas d'hélico, il n'y a rien, quoi. Il n'y a que les jambes et l'envie, quoi. Donc, vraiment, top du top, quoi. Le poil que ça. That's nice thick. He's good. Ça, c'est la sortie de la balle, là. Eh? Sortie. Right there. On l'autre côté. Neck. Good shot still. Les pattes que ça a les pattes de cerf de chez nous, hein. Un gros cerf de chez nous. Incroyable. Il a ce poil un peu. Nice, eh? Ça, les pattes là. Hier soir, on est parti, c'était 2 heures avant la nuit. On a monté tout le fond de la vallée. Après, il nous a dit que ça grimpe un peu. Mais on a quand même mis 2h30 pour arriver au cabanon, quoi. Donc, bon, on a bavé parce qu'on partait pour 3 jours. Donc, ça veut dire nourriture pour 3 jours, autonomie totale pour 3 jours. Donc, tu pars pantalon de rechange, vêtements de rechange. On ne sait pas s'il pleut, s'il va neiger. Donc, c'est vrai que ça fait du poids, quoi. On a mangé, bon, on était crevés, on a dormi de suite. Donc, après, on s'est gelé un peu parce que ce matin, il faisait moins 10 quand même dans la baraque, le poil était arrêté. Donc, c'est vrai que la fatigue, la montée, plus mal dormi. Il a voulu absolument qu'on sorte sur la crête en face. Donc, on est monté à la frontale de nuit. On a mis 2 heures, 2h30 pour monter. Et après, au lever du jour, on était là-haut et il les a vus de suite, elles étaient là. Elles n'ont pas bougé. Donc, il en a aperçu aussi sur le fond, là-bas. Donc, on a essayé d'approcher, qu'on n'a pas vu, qui avait disparu. Puis après, il nous a dit qu'il faut attendre qu'elle se couche, qu'elle soit moins inquiète. Donc, on a tout refait, toute la descente en face, dans l'ombre. Après, on a fait une descente assez pentue. Je dirais plus qu'une piste noire en ski, quoi. Donc, on a attendu d'être à l'ombre pour pas qu'ils nous voient. Puis, on est descendu tout en face. Après, arrivé en bas, on s'est arrêté un moment. On a observé au télescope d'en bas. Donc, déjà au télescope, on avait observé ce magnifique animal. Et puis, il y en avait 2 ici, un qui était décalé beaucoup plus sur la droite quand on était en bas, qui avait l'air apparemment un peu plus gros. Mais il n'a pas voulu qu'on approche celui-là parce qu'il a dit si on le touche, il va descendre, il va rouler. Et en bas, il y a une barre qui fait 150 mètres. Il a dit il va tomber, il va tout se casser, les cornes, tout. Donc il a dit il vaut mieux essayer de tenter celui-là. Et alors il nous a fait approcher doucement. On a mis, pour faire quoi, 400 mètres, on a mis 2h30, quoi. On faisait 30 mètres, on s'arrêtait, un par un pour pas que l'animal voit 3 personnes se déplacer en même temps. Et là, sachant qu'il était là, bon, il y avait des wapitis qui nous gênaient un peu sur le côté, qui arrivaient, on avait peur qu'il les dérange. On s'est mis en bas de la coulée. Et c'est là où on l'a vu. Bon, il avait bien repéré celle de gauche parce qu'à droite c'était une femelle, on ne peut pas tirer les femelles, on peut tirer que les mâles. Donc il a bien repéré celui-là. Et puis il revenait comme ça sur la femelle, on avait une ouverture de tir de 20 mètres. Et voilà. Et puis je pense avoir fait un tir relativement pas trop mal. Ça c'est comme le bouquetin dans les Alpes, hein. Ça passe partout, quoi. Quand tu vois ces animaux où ils passent dans les bars et tout, tu dis c'est incroyable. Ça c'est pareil, ça pèse quoi ça 100 kg 90-100 kg. Et ça passe, ça doit passer partout. Et quand tu vois le poil qu'ils ont, ils n'ont pas froid. Hein. Tu peux voir le poil, là il y en a au moins 4 ou 5 cm, facile. Alors au niveau des pattes, n'en parlons pas. Ici ils ont 15 cm de poil. Les poils de jarre aussi sur le dos.
qui est magnifique. Là, les poils de jarre, il y en a... Je ne suis pas la colonne encore, regarde. Ça fait il y a presque 20 cm de poils de jarre. La croupe. Ça, c'est très doux. Ça ressemble un peu... C'est moins laineux que le mouton. Ça a les poils comme le chamois ou l'isard. Non, mais beaucoup plus long, évidemment. Beaucoup plus touffu. Le segment d'en bas, là, c'est 3 ans. Donc, comme il y a 2 segments au-dessus, 3, 4, 5. C'est un animal qui a 5 ans. Ici, on doit être à plus de 3000, c'est sûr, au moins à, je sais pas moi, 3002 à peu près. Puis ça, c'est des bêtes qui vivent en permanence à ces altitudes-là. Et encore, si tu regardes en haut, je trouve que ça monte, c'est la folie. Hein. Il n'y a que la neige qui les font descendre, mais à mon avis, c'est pas la neige par elle-même, c'est parce qu'elles ne peuvent plus se nourrir. Donc, l'épaisseur de neige, le froid, ça ne les gêne pas. Cette nuit a fait moins de 10. Ça n'a jamais froid, ça peut faire moins de 30, moins de 40, ça n'a jamais froid. Un peu plus bas, ce qui leur fait peur, c'est la prédation, quoi. Le cougar, le grizzly, c'est sûr qu'il doit y avoir pas mal de prédation là-dessus. Bon, ici, ils sont très stricts sur la législation, je veux dire beaucoup plus que chez nous. Au niveau que de la venaison, par exemple, on ne peut pas laisser une bête sur le terrain. Chez nous, par exemple, tu tues un cerf, ça dépend très très loin. Bon, tu prends le trophée, tu mets le bracelet au niveau de la mâchoire. Ici, non, même si c'est très très loin, même si c'est très dur, il faut quand même emporter au moins un gigot, filet, épaule, quoi. La carcasse, on la laisse pour les ours. Chez nous, c'est les vautours. Mais après, il faut tout sortir. Donc c'est très dur quand même. Physiquement, on en a bavé, quoi. Moi, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'était cet aspect fourrure de l'animal, où tu sais qu'il y a énormément de poils, dont la grosseur de l'animal par rapport à sa fourrure. Quand tu tires loin comme ça, tu fais une correction de tir, je reviens toujours à la correction de tir, mais par rapport à la colonne vertébrale. Là, on ne voit pas la colonne vertébrale, parce qu'il y a quand même 20 ou 30 cm de poil au-dessus, il y a du poil dessous, donc s'imagine que la bête fait 1,20 m, mais quand tu fais le coffre, il ne fait pas 1,20 m, quoi. Il fait 70 cm. Donc le problème que j'ai eu, c'est par rapport à ça. Mais après, l'animal par lui-même, c'est un animal tout blanc. Donc le blanc, c'est la pureté, dans un milieu très escarpé, très difficile. Donc déjà, tu as le respect par rapport à ça, quoi. Et puis ça, c'est un animal un peu, je dirais, préhistorique. Quand tu vois cette tête carrée, longue, tu te dis, mais quand ça descend, on dirait un peu le Yéti, quoi, c'est ça. Tout à fait, c'est le Yéti qui est en haut des montagnes et qui se déplace en tant que seigneur. Et toi, si tu le veux, il faut aller le chercher, quoi. C'est pas lui qui va descendre, c'est à toi à en baver pour y monter. On retrouve sur ce territoire de chasse, qui s'étend sur plus de 260 000 hectares, une importante variété d'espèces cynégétiques. Parmi lesquelles le moose, connu sous le nom d'orignal. Le wapiti, que l'on nomme dans ce pays elk. Le cerf de Virginie, ainsi que le cerf mulet, qui n'est autre que le cerf hémione, appelé ici mouldir. On retrouve également une quantité importante d'espèces d'oiseaux sédentaires et migratrices, ainsi qu'un grand nombre de prédateurs, comme le grizzly et l'ours noir, qui sont très présents sur le territoire, le lynx et le loup gris, ainsi que le cougar, qui est ici appelé le mountain lion. C'est toute une variété d'espèces qui rend la chasse dans cette région de l'Ouest canadien très prisée. Chaque année, parmi les ongulés, environ 65 000 orignaux sont prélevés, 55 000 caribous, 25 000 cerfs mulets, 7 500 wapitis et près de 1 000 chèvres de montagne. Le renne, que l'on appelle le caribou en Amérique du Nord, représente les plus grandes hordes du Grand Nord canadien. Il est aussi très fréquent dans cette partie du Canada, mais il a besoin d'un environnement propice. Malheureusement, dans l'Ouest, son habitat naturel recule à mesure que l'industrie forestière prend de l'expansion,
comme ce fut le cas dans les provinces de l'Est il y a plusieurs années. Le caribou migre de façon saisonnière entre la toundra, où la femelle met bas au début du mois de juin, et les forêts de conifères, où il passe les mois les plus enneigés de l'hiver. La saison de chasse au caribou s'étend du mois d'août jusqu'à la fin du mois de septembre. Toutefois, il est intéressant de mentionner qu'à la mi-septembre, les caribous perdent le velours qui recouvre leur panache. Chaque chasseur a le droit de récolter 2 caribous lors d'un séjour. La chasse se fait à pied, à l'approche, et parfois les déplacements ont lieu en embarcation, ce qui permet d'être au plus près de certains territoires. Les chasseurs sportifs peuvent chasser à la carabine ou encore à l'arc, puisque les distances de tir peuvent varier de quelques mètres à plusieurs centaines. On va en prospection pour chasser le moose. Et donc à partir d'aujourd'hui, nous changeons de zone de chasse puisque pour lui, le rut étant terminé, les mooses mâles vont tous se regrouper d'ici une petite semaine. Donc là, ils sont assez éparpillés sur le territoire. Alors ici, c'est systématiquement de la montagne avec des terrains, beaucoup de sapins et quelques zones sans sapins. Donc dans toutes ces zones qui sont fort ouvertes, on devrait pouvoir trouver des mooses en pâturage. Alors c'est très difficile parce que l'espèce est très discrète. Alors elle est aussi bien dans la journée dans les hauts sapins comme en découvert, sans un bruit, sans un meuglement, sans rien, quoi. Aucun signe de présence. Donc c'est vraiment très difficile à chasser. Il ne faut pas faire de bruit, il faut être patient, il faut baser vraiment sur l'observation, sur la patience. Il n'y a pas d'autre chose et surtout beaucoup de courage et avoir un bon état d'esprit parce que sinon on a vite touché terre, quoi. Il est basé de ruse, il est discret, il est attentif. Les moindres erreurs techniques de bruit de chevaux qui s'appellent les uns les autres. Et voilà, on ne le trouve plus, on ne sait pas pourquoi, on pensait qu'il serait là et on ne voit pas. Et c'est capable de rester longtemps sans sortir des grandes futaies, quoi. L'ours est vraiment présent dans la montagne. Dans l'attitude de tous les jours, le guide est clair. Il faut pas laisser d'alimentation, pas provoquer. Il est armé d'ailleurs pour à tout instant pouvoir faire feu. Elle est armée d'un 45-70, je ne connaissais pas du tout comme arme. Donc grosse puissance, pas de portée puisque à 50 mètres il ne sait plus où il tire, comme il nous a expliqué, mais il attend que ça lui arrive qu'une seule fois, une charge d'un grizzly, et il l'a tiré à 4 mètres pour pouvoir l'arrêter, quoi. Tout à l'heure, Vince me disait qu'il était déçu parce qu'il ne trouvait pas de traces de moose et qu'il ne comprenait pas trop, quoi, qu'il soit déjà parti d'ici, quoi. Parce que c'est un excellent endroit pour trouver les mooses ici. D'ailleurs, on voit bien que les prairies s'y prêtent, quoi. Mais pas de traces, là. La chasse de l'orignal est sans nul doute une chasse passionnante, mais tout aussi imprévisible qu'inattendue et difficile. Malheureusement pour le réalisateur de ce documentaire, une mauvaise chute de cheval due à la présence d'un grizzly sur la zone affolera les montures.
et ne lui permettra pas de terminer ce séjour en compagnie du groupe. Malgré tout, Antoine, le chasseur, aura la chance d'apercevoir et de prélever à la nuit tombante un très beau mâle qui se trouvait à la croisée d'un chemin. Je crois que ce que les chasseurs européens viennent chercher ici, c'est le dépaysement, c'est l'aventure, parce qu'on change totalement de décor, c'est totalement différent à ce qu'on est habitué en Europe. Donc le biotope, les espèces, et la façon de chasser, c'est vraiment, il faut mettre de côté tout ce qu'on sait déjà, il faut se laisser porter par cette différence-là, par cette aventure-là. Il ne faut vraiment pas arriver avec nos a priori européens. Alors les guides sont très professionnels, ils connaissent parfaitement le site, ils connaissent parfaitement les animaux, leur comportement, et il faut vraiment les suivre et les écouter. Pour un amoureux de la nature, chasseur comme nous, c'est extraordinaire. Tu jumelles, tu vois des wapitis, tu vois un ours, du camp. Moi, un ours dans les Pyrénées, j'ai vu un loup dans les Pyrénées, mais tu te dis voir un ours, pour moi, c'est un rêve, voir un ours dans les Pyrénées. Mais ici, tu jumelles, paf, tu vois un ours. Tu jumelles du camp, tu vois les chèvres des Rocheuses là-haut. C'est ça qui est extraordinaire. Je n'ai pas passé des mauvais moments. On en a bavé, mais ça fait partie des bons moments aussi. Parce que il n'y a rien sans rien, quoi. Et dans la vie, c'est toujours ça, tu n'as jamais rien sans rien. Ça ne tombe pas du ciel. Donc il faut vraiment aller se le chercher, se le gagner. Et j'ai envie de dire aux gens, ben, venez, quoi. Venez faire ça parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une chasse difficile, d'altitude, de haute montagne. Et venez découvrir ça, quoi. C'est vraiment très bien. Quoi. Au milieu de ces derniers endroits où la beauté sauvage de la nature s'impose, cette aventure représente un véritable rêve pour la plupart d'entre nous. Mais la chasse de la chèvre de montagne laisse un souvenir impérissable à qui a le courage d'aller l'affronter dans son jardin d'Éden, au milieu de ces paysages à couper le souffle. La gestion du territoire est effectuée par les autorités locales, qui veillent à la préservation d'un cheptel présent sur la zone de chasse et favorisent ainsi la récolte d'animaux matures au grand bonheur des chasseurs. Mais l'économie de la Colombie-Britannique est intimement et historiquement liée aux ressources naturelles. L'exploitation forestière, l'extraction de minéraux et bien sûr la pêche et la chasse font partie intégrante de la culture de ces montagnes rocheuses. Souhaitons que ses habitants sachent pérenniser longtemps ces ressources inestimables et irremplaçables à l'équilibre de la nature, de notre temps et de notre planète. Je pense que celui qui en a bavé le plus, c'est toi quand même. Hein. Fais voir 2 secondes, prends ta caméra qu'on te voit un peu. Ouais, pas facile la vie d'artiste. Hein. Fais voir ton sac. Surtout quand on est figurant.